Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Au fil des siècles, les sociétés ont eu recours à toutes sortes de châtiments étranges et cruels, non seulement pour punir, mais aussi pour maintenir leur pouvoir et leur contrôle. D'autres châtiments visaient principalement à instiller la peur et à imposer l'obéissance. Nous vous présentons aujourd'hui les 20 pires châtiments de l'histoire de l'humanité. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. La chevauchée du stang, aussi appelée charivari, était une ancienne forme de punition et de protestation publique, très répandue en Europe médiévale et au début de l'époque moderne. Cette tradition était souvent appliquée aux personnes qui violaient les normes sociales, comme l'adultère ou les mauvaises conduites au sein du mariage. La personne en question était symboliquement présentée sur une estrade, une échelle ou un poteau en bois, tandis que les spectateurs faisaient du bruit en frappant des casseroles et des poêles et en chantant. Ces processions avaient principalement lieu dans les zones rurales d'Angleterre, d'Écosse et de certaines régions de France. Si la personne concernée était absente ou refusait de participer, une poupée ou un personnage de paille était utilisé pour transmettre le message. Le personnage était ensuite placé sur une charrette, un poteau, voire un âne, et promené dans le village, accompagné d'un cortège bruyant. Pendant la chevauchée, des vers rimés ou des chants étaient parfois récités, critiquant le comportement de la personne. Cette tradition servait principalement de forme de correction sociale, la communauté montrant de manière théâtrale ce qui était ou n'était pas acceptable. Au XIXe siècle, cette coutume a progressivement disparu à mesure que les systèmes juridiques formels se sont renforcés et que les communautés urbaines ont accordé moins de valeur à ces pratiques populaires. Numéro 19. La cangue était une forme traditionnelle de punition et d'humiliation publique utilisée depuis longtemps en Chine et dans d'autres régions d'Asie de l'Est, comme la Corée et le Vietnam. L'origine de cette pratique remonte à la dynastie Tang et est restée en usage pendant des siècles. La cangue consistait en une grande et lourde planche de bois percée d'une ouverture centrale pour le cou. Contrairement au pilori européen, la cangue était parfois portable, limitant les mouvements de la personne qui la portait. Cette forme de punition visait à rendre le coupable visible et à servir d'exemple. Souvent, la nature de l'infraction était inscrite sur la planche de bois afin que les passants puissent comprendre pourquoi la personne était punie. La cangue était généralement utilisée pour des délits légers comme le vol, la fraude ou le trouble à l'ordre public. Parfois, les personnes incapables de rembourser leurs dettes ou accusées d'outrage à l'autorité étaient soumises à ce châtiment. Dans certains cas, les personnes portant une cangue étaient placées dans un lieu central, comme un marché ou une place de village, à des fins de dissuasion et de maintien de l'ordre social. Les membres de la famille ou les sympathisants pouvaient apporter nourriture et boissons, bien que cela dépende souvent de la situation et des coutumes locales. Bien que cette pratique ne soit plus d'actualité aujourd'hui, la cangue demeure un exemple frappant de la manière dont les sociétés d'autrefois géraient l'ordre et l'autorité. Numéro 18. La torture chinoise à l'eau était une technique ancienne consistant à verser lentement et à plusieurs reprises de l'eau sur le front d'une personne immobilisée. Bien que simple en apparence, cette méthode était connue pour son impact mental intense. La personne ne pouvait plus bouger et le goutte-à-goutte régulier et rythmé pouvait entraîner une tension mentale importante. L'incertitude quant à la prochaine goutte accentuait le malaise mental, tandis que rester assis sans bouger pendant de longues périodes provoquait un inconfort physique comme une fatigue musculaire. Certaines personnes ayant subi cette torture la décrivaient comme une expérience particulièrement désorientante où chaque goutte semblait devenir plus lourde, sans pour autant causer de véritables dommages physiques. Cette technique est aujourd'hui principalement évoquée comme un exemple historique de la façon dont des éléments simples peuvent avoir des effets psychologiques importants. Numéro 17. La poire d'angoisse est un instrument historique qui a acquis une réputation notoire, bien que les historiens ignorent sa fréquence d'utilisation. Il s'agissait d'un instrument métallique en forme de poire, censé servir de châtiment pour certains délits. Grâce à un mécanisme rotatif, l'instrument pouvait se dilater, ce qui était décrit comme très désagréable. Selon d'anciens récits, il était utilisé contre les personnes accusées de crimes tels que le blasphème, l'hérésie ou la critique de l'autorité. Les femmes soupçonnées de sorcellerie ou d'adultère auraient également été menacées avec. On ignore si son utilisation était fréquente, mais la simple menace de tels instruments pouvait suffire à instiller la peur ou à forcer des aveux. Ces histoires surgissaient souvent lors de périodes de peur, de conflits religieux ou de panique morale, où les accusations pouvaient rapidement s'envenimer. Numéro 16.
Scier en deux est une méthode de punition historiquement célèbre qui aurait été appliquée dans diverses régions. Les récits historiques la décrivent comme une forme de punition publique et symbolique, souvent destinée à dissuader les autres et à renforcer l'autorité des dirigeants. Dans de nombreux cas, la personne était pendue la tête en bas afin que le sang lui monte à la tête, prolongeant ainsi sa conscience. Ensuite, à l'aide d'une grande scie, généralement manipulée par deux personnes, un acte rituel ou symbolique était accompli. Certaines sources affirment que cette méthode était utilisée sous le règne de certains souverains perses pour les personnes accusées de crimes graves, comme la trahison. Si les Romains étaient connus pour la crucifixion, certains documents historiques mentionnent également le sciage comme une punition alternative. Cette méthode est également mentionnée dans les textes juridiques chinois anciens comme une punition rare mais symboliquement lourde pour les infractions graves. Numéro 15. La bride du grondeur était un instrument de punition utilisé principalement en Grande-Bretagne et dans certaines régions d'Europe entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Cet instrument était destiné à réduire au silence les personnes, généralement des femmes, considérées comme bruyantes, bavardes ou irrespectueuses et à les corriger publiquement. La bride était constituée d'une armature métallique placée sur la tête comme un masque ou une cage. À l'intérieur, une plaque métallique appuyait souvent sur la langue, rendant la parole difficile. Certaines versions comportaient des décorations proéminentes, comme des cloches ou des animaux, qui attiraient l'attention. Le son des cloches attirait les spectateurs, augmentant encore l'humiliation. La bride était solidement fixée, de sorte qu'elle ne pouvait être retirée d'elle-même, et les personnes qui la portaient étaient parfois emmenées dans les rues sous le regard ou les commentaires des passants. Bien que ce châtiment ne soit pas réservé aux femmes, il leur était appliqué plus fréquemment, reflétant une tentative de contrôler leur comportement par le biais des normes sociales. Numéro 14. Le goudronnage et le plumage sont mentionnés dès le XIIe siècle. Par exemple, lors de la Troisième Croisade, Richard Cœur de Lion promulgua un décret stipulant que les marins pris en flagrant délit de vol pouvaient être punis de goudron et de plumes. Cette forme d'humiliation publique était pratiquée du Moyen Âge au XIXe siècle en Europe et en Amérique du Nord. Elle consistait à enduire quelqu'un de goudron chaud, puis à le recouvrir de plumes, lui donnant une apparence frappante et honteuse. La punition était souvent appliquée non par les autorités judiciaires officielles, mais par des citoyens qui ressentaient le besoin de réagir rapidement et visiblement à certains comportements. La personne était parfois partiellement dévêtue, puis de goudron chaud mais non bouillant, généralement fabriqué à partir de résine naturelle ou de goudron de houille, était appliqué. Des plumes étaient ensuite saupoudrées sur le goudron qui collait au corps. La personne était souvent promenée dans les rues, parfois attachée à une charrette ou à un rail à la vue des passants. L'objectif était de transmettre un message social clair et de dissuader les autres de se comporter de la même manière. Cette punition était également souvent utilisée comme une forme de protestation, en particulier lorsque les gens ne faisaient pas confiance au système juridique et voulaient envoyer un signal fort aux autorités ou aux opposants. Numéro 13. La flagellation est une forme historique de châtiment corporel consistant à frapper une personne avec un fouet, une verge ou un instrument similaire, généralement sur le dos, les jambes ou les fesses. Cette pratique a été appliquée au fil des siècles pour faire respecter la discipline, punir ou affirmer l'autorité. Les instruments les plus courants comprenaient les fouets et les verges. Les personnes soumises à ce châtiment étaient souvent entravées pour limiter leurs mouvements et le nombre de coups était généralement prédéterminé. Ce châtiment avait parfois lieu dans des institutions fermées comme des casernes ou des prisons, mais aussi en public pour créer un effet dissuasif. Dans l'armée, sur les navires et même dans les écoles, il a longtemps été considéré comme un moyen de maintenir l'ordre et l'obéissance. Les personnes reconnues coupables de délits tels que le vol ou la désobéissance pouvaient être punies de cette manière. Cette pratique était répandue dans l'Égypte antique, en Grèce et à Rome, où elle faisait partie intégrante des structures sociales et juridiques. Dans l'Empire romain, elle était appliquée au sein de l'armée et pour punir les esclaves. Au fil du temps, les sociétés ont de plus en plus considéré cette pratique comme trop dure ou inappropriée, ce qui a conduit à son abolition dans de nombreux pays à la fin du XIXe siècle. Numéro 12. Le broyeur de tête était un instrument médiéval célèbre, principalement utilisé en Europe et au Moyen Âge. Cet appareil était conçu pour exercer une pression psychologique et infliger des souffrances, souvent pour obtenir des aveux ou infliger des châtiments dans les cas graves. Il était constitué d'un cadre métallique robuste qui maintenait la tête de la personne en place, avec une mentonnière à la base et un capuchon métallique sur la tête.
Un mécanisme à vis avec levier augmentait la pression vers le bas sur la tête, provoquant progressivement une gêne intense, notamment au niveau de la mâchoire et du visage. Bien que sa conception ne fût pas destinée à causer des dommages permanents, il était principalement utilisé comme méthode de dissuasion ou d'interrogatoire. Cet appareil était occasionnellement utilisé à des époques comme l'Inquisition espagnole, généralement dans des contextes judiciaires. Numéro 11. Une boîte noire de la CIA désigne les centres de détention secrets gérés par le Central Intelligence Agency, CIA, pendant la soi-disant guerre contre le terrorisme. Ces lieux, souvent situés hors des États-Unis, étaient utilisés pour des interrogatoires secrets, parfois au mépris des normes juridiques et des droits de l'homme. L'une des techniques largement évoquées était le waterboarding, simulation de noyade, qui consistait à placer un tissu sur le visage d'une personne ligotée et à y verser de l'eau pour provoquer un stress extrême. Cette méthode provoquait une réaction intense, donnant l'impression que la personne avait du mal à respirer. Certaines personnes étaient contraintes de rester dans des positions inconfortables pendant de longues périodes, provoquant un épuisement physique. La privation de sommeil était également une technique utilisée. Les personnes étaient exposées à des bruits forts, à des lumières vives ou à d'autres stimuli pour les maintenir éveillées pendant de longues périodes. De plus, certains détenus étaient placés de force contre des murs souples ou guidés à travers ceux-ci dans le but de les déséquilibrer et d'exercer une pression. Enfin, des espaces confinés étaient utilisés pour les séjours temporaires. Ces espaces étaient souvent exigus, rendant les déplacements difficiles et provoquant un sentiment de désorientation. Numéro 10. L'aigle de sang est une méthode de punition ou d'exécution célèbre et controversée qui, selon les légendes, était utilisée par les Vikings au Moyen-Âge. Ce châtiment rituel était censé être appliqué aux ennemis ou aux traîtres, souvent des personnes de haut rang ou faisant l'objet de graves accusations. Le soi-disant aigle de sang est décrit dans les anciennes sagas nordiques comme un rituel symbolique et dramatique chargé d'une profonde signification. Selon les récits, la personne était placée à genoux ou allongée, puis des incisions étaient pratiquées dans le dos pour créer des formes d'ailes rappelant celles d'un aigle. Ce processus était accompagné d'un message de restauration de l'honneur, de punition ou de vengeance. Bien qu'il soit difficile de prouver la réalité de ce phénomène, de nombreux historiens le considèrent comme un récit symbolique ou exagéré destiné à instiller la peur ou à renforcer les récits. L'aigle, en tant que symbole, jouait également un rôle important dans la mythologie nordique, souvent associé au pouvoir, à la bataille et au passage vers l'au-delà. Que l'événement aigle de sang ait réellement eu lieu ou non, il reste un exemple fascinant de la manière dont les mythes et les rituels ont façonné l'image de la culture viking. Numéro 9. La fille du charognard était un instrument de punition remarquable utilisé en Angleterre au XVIe siècle, notamment sous le règne d'Henri VIII. Cet instrument était conçu pour comprimer le corps, provoquant un profond inconfort physique. Dans certains cas, une utilisation prolongée pouvait entraîner de graves conséquences. Il était constitué d'une armature métallique munie de plusieurs anneaux ou cerceaux de fer qui encerclaient le corps en 3 points: la tête, la poitrine et les jambes, le bas du corps. La personne était penchée en position accroupie, puis les anneaux étaient resserrés, augmentant la pression exercée sur le corps. La tension augmentait progressivement et les personnes restaient dans cette position pendant que l'instrument se resserrait. Cet instrument était principalement utilisé pour exercer une pression lors des interrogatoires ou pour intimider. Le nom de l'instrument est considéré comme ironique, reflétant peut-être l'idée qu'il extirpait lentement l'endurance de la personne. Numéro 8. La marmite bouillante était un châtiment sévère appliqué entre le XIIe et le XVIIIe siècle dans certaines régions d'Europe, notamment en Angleterre et en France. Cette méthode était principalement utilisée pour les crimes graves tels que la trahison, la contrefaçon et dans certains cas, les accusations de sorcellerie. Le châtiment consistait à exposer une personne à un chaudron rempli d'un liquide brûlant comme de l'eau, de l'huile ou de la résine. Dans certains cas, la personne était immergée directement, tandis que dans d'autres, le processus était progressif. La température élevée du liquide, souvent supérieure au point d'ébullition, provoquait un stress physique extrême et un épuisement. Ce châtiment était considéré comme dissuasif et visait à décourager d'autres personnes de commettre des crimes similaires. De telles peines étaient principalement appliquées aux personnes accusées de trahison envers leur pays ou leurs dirigeants, crimes considérés comme particulièrement graves. La fabrication de fausses monnaies pouvait également entraîner cette peine dans certaines régions, de même que des accusations de sorcellerie dans les zones où la chasse aux sorcières était active. Numéro 7. Peine forte et dure était une forme historique de châtiment appliquée principalement dans l'Angleterre médiévale et moderne.
Ce terme était utilisé pour les personnes qui refusaient de plaider coupables ou innocents lors d'un procès. Ce refus était considéré comme une forme de résistance par les tribunaux et la punition visait à forcer une plaidoirie. La personne était allongée au sol, puis une plaque de bois ou de fer était placée sur son corps. Progressivement, des objets lourds étaient ajoutés à la plaque, créant une pression physique croissante. Cette méthode causait un inconfort important, notamment en raison du poids sur la poitrine, rendant la respiration difficile et soumettant le corps à une forte tension. L'idée derrière cette approche n'était pas nécessairement de punir immédiatement, mais de susciter une réponse. Le tribunal exigeait que la personne fasse une déclaration. Si elle persistait dans son refus, la pression pouvait être accrue, conduisant parfois à l'épuisement ou à l'évanouissement. Bien que cette pratique soit aujourd'hui inimaginable, elle illustre comment la justice et la coopération en matière juridique étaient gérées autrefois. C'est aussi un exemple historique puissant de la manière dont le refus de coopérer dans une procédure judiciaire était perçu à l'époque. Numéro 6. La strapado était une méthode historique d'interrogatoire et de punition utilisée dans l'Europe médiévale et moderne, notamment entre le Moyen Âge et le XVIIe siècle. Cette technique était souvent employée lors des procès de sorcellerie et des enquêtes criminelles pour faire pression sur les suspects. La méthode consistait à attacher les mains de la personne, généralement derrière le dos, puis à la suspendre par une corde attachée au poignet. À l'aide d'une poulie ou d'un système similaire, la personne était lentement soulevée, ce qui provoquait une tension musculaire. Parfois, les pieds touchaient à peine le sol, mais dans de nombreux cas, la personne restait complètement suspendue en l'air, ce qui entraînait une tension physique importante, notamment au niveau des bras et des épaules. Une étape supplémentaire de cette méthode consistait à laisser tomber la personne brusquement, créant un choc électrique dans tout le corps. Ce processus pouvait être répété, la personne étant soulevée et redescendue plusieurs fois. Les mouvements répétés entraînaient un épuisement physique croissant. Même après l'arrêt du levage, la personne restait parfois dans cette position pendant de longues périodes, provoquant des tensions musculaires et articulaires. Bien que cette pratique ne soit plus utilisée aujourd'hui, elle illustre comment des méthodes physiques étaient utilisées dans le passé pour imposer l'obéissance. Numéro 5. L'isolement était une forme historique de punition consistant à enfermer une personne dans un espace restreint et clos, souvent sans accès au monde extérieur. Utilisée dans diverses sociétés, notamment dans l'Antiquité et au Moyen Âge, cette méthode était réputée pour ses fortes contraintes physiques et mentales. L'espace pouvait être une pièce, une cellule, voire un espace clos, où la personne ne pouvait ni se déplacer ni s'échapper. Souvent, la personne était étroitement attachée ou ligotée pour restreindre ses mouvements. Sans communication ni contact avec autrui, cette forme d'isolement imposait une forte pression mentale. Dans certains cas, l'espace était peu ou pas ventilé, ce qui rendait l'enfermement encore plus difficile. L'isolement et le manque de lumière naturelle pouvaient avoir de profonds effets psychologiques à long terme, entraînant des sentiments de confusion, d'anxiété ou de désorientation. Les personnes soumises à ce châtiment passaient souvent des jours, voire plus, en isolement complet. Bien que cette pratique ne soit plus pratiquée aujourd'hui, elle est souvent citée dans l'histoire comme un exemple de la manière dont la punition et le contrôle social étaient appliqués par le passé. Elle soulève également des questions sur les limites de la justice et le rôle de l'humanité dans les systèmes juridiques historiques. Numéro 4. La chaise électrique est une méthode d'exécution de la peine de mort utilisant l'électricité. Cette technique a été introduite aux États-Unis à la fin du 19e siècle comme alternative aux anciennes formes d'exécution telles que la pendaison ou le peloton d'exécution. Au XXe siècle, la chaise électrique est devenue une méthode largement utilisée, notamment aux États-Unis, bien que son utilisation ait considérablement diminué ces dernières décennies. Dans cette procédure, la personne est solidement attachée à une chaise spéciale par des sangles de cuir autour des bras, des jambes, de la poitrine et de la tête. Certaines parties du corps, comme la tête, sont généralement rasées pour améliorer la conduction électrique. Une éponge humide est souvent placée sur la tête afin d'optimiser le contact entre la peau et les électrodes. Ces dernières sont placées sur la tête et parfois sur la jambe et reliées à une source d'énergie contrôlée. Pendant l'exécution, un choc électrique à haute tension est administré pendant plusieurs secondes, visant à interrompre rapidement l'activité cérébrale et la fonction cardiaque. Le premier choc vise à provoquer une perte de conscience, suivie d'impulsions supplémentaires pour compléter la procédure. Bien que la durée puisse varier, le processus dure généralement quelques minutes. La chaise électrique a été largement remplacée par d'autres méthodes aujourd'hui, mais elle reste un symbole historiquement bien connu de la justice pénale américaine au XXe siècle.
Numéro 3. Dans le contexte historique, le terme cierge romain fait souvent référence au tristement célèbre empereur Néron et à ses brutales persécutions contre les chrétiens durant son règne. Néron, 5e empereur de Rome, s'est forgé une réputation de cruauté après avoir prétendument accusé les chrétiens d'être responsables du grand incendie de 64 après Jésus-Christ. Selon des historiens comme Tacite et Suétone, Néron a utilisé ces accusations pour justifier de sévères châtiments. Ces châtiments étaient destinés à servir d'avertissement public et avaient souvent lieu lors de grands événements ou dans les jardins de Néron. Les personnes étaient représentées de manière saisissante, le feu ou l'illumination jouant un rôle essentiel. Le nom cierge romain provient de descriptions où des personnes servaient symboliquement de source de lumière lors d'événements nocturnes. Bien que les détails puissent être exagérés ou symboliques, cette période est considérée comme l'une des persécutions religieuses les plus dures de la Rome antique. Numéro 2. La torture blanche ou privation sensorielle est une forme de pression psychologique qui consiste à isoler une personne pendant de longues périodes et à la priver de tout stimulus. Cette méthode perturbe l'équilibre mental en limitant la perception sensorielle et est considérée comme l'une des formes de stress mental les plus graves. La personne est généralement placée dans une petite pièce entièrement blanche, sans fenêtre ni lumière du jour. Il n'y a aucun contact avec autrui et tous les bruits ambiants ou distractions sont minimisés. La pièce est souvent éclairée en permanence par une lumière artificielle blanche intense et constante. Cette lumière peut entraîner une fatigue visuelle, des difficultés de concentration et une perturbation du cycle jour-nuit. L'espace n'offrant aucune variation de stimulus, la personne est privée de toute forme de distraction, comme les conversations, les sons ou les couleurs, ce qui peut provoquer un sentiment d'aliénation ou de désorientation. Le sommeil devient difficile en raison de la lumière vive et de l'absence de rythme naturel, ce qui aggrave l'épuisement mental. De plus, l'absence de routine normale ou de division temporelle identifiable peut faire disparaître la notion du temps. Sans fenêtre, horloge ou interaction sociale, une personne perd rapidement la notion des jours ou des heures. Numéro 1. Lingshi, aussi appelé mort par 1000 coups, était une forme de châtiment historique utilisée pendant des siècles dans la Chine impériale. Cette méthode était appliquée aux individus reconnus coupables de crimes graves, tels que la haute trahison ou des délits violents graves. Ce procédé, destiné à servir d'avertissement public, était souvent pratiqué en plein air pour dissuader les autres de commettre des actes similaires. La personne était attachée à un cadre ou à un poteau en bois, généralement dans un endroit central où les spectateurs pouvaient observer. L'exécution était lente et méthodique, dans le but d'infliger une douleur et une punition prolongée. Au lieu d'une conclusion immédiate, le corps était abordé morceau par morceau, en commençant par les parties les moins vitales. Le processus se déroulait étape par étape, la conscience de la personne restant généralement intacte pendant une grande partie de la procédure. Les actions étaient exécutées par un bourreau expérimenté et le nombre de coups pouvait varier. Plus tard, le processus se concluait par un acte final, après lequel le corps était souvent exposé comme un avertissement symbolique au public. Le Lingshi atteignit son apogée sous la dynastie Tang et resta en usage jusqu'au début du XXe siècle. La peine a été officiellement abolie en 1905 sous la dynastie Qing. Selon vous, quelle a été la pire punition de l'histoire? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.